Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une situation géopolitique en pleine mutation. La Syrie. Oui, à un carrefour stratégique au Proche-Orient où chaque événement, c'est vrai, résonne bien au-delà. Absolument. Et ça redessine les équilibres régionaux presque en temps réel, on dirait. C'est ça. On va donc examiner comment les trajectoires de puissances comme la Turquie et Israël s'y croisent, s'y opposent parfois. Et la position des États-Unis aussi, qui est assez délicate dans ce jeu complexe. Exactement. Notre source principale aujourd'hui, c'est une analyse vidéo assez récente de Terra Bellum. Elle lève le voile sur des dynamiques souvent méconnues, je trouve. Oui, une analyse très intéressante en effet. Notre mission, si on peut dire, Mhm. décrypter un peu ces alliances qui se nouent, qui se dénouent aussi, les stratégies en cours. Et surtout ce que ça implique pour l'avenir de la région à court et moyen terme. Voilà. Bon, alors, allons-y, décortiquons ça. C'est parti. Premier point, et c'est un tournant majeur qui a eu lieu récemment. Oui, oui. Après des frappes israéliennes visant les forces du nouveau gouvernement syrien intérimaire, celui d'Ahmed al-Shara, Mhm. et aussi des milices impliquées dans des attaques contre les Druzes de Soyeda, eh bien, Ankara a publiquement offert son soutien militaire. Directement à Damas. Ah oui, ça c'est spectaculaire comme annonce. Carrément. Surtout qu'on se souvient, Hakan Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères, il avait prévenu. Oui, il avait été très clair. Il avait dit que la Turquie interviendrait contre, je cite, toute tentative de fragmentation de la Syrie ou d'instauration d'autonomie régionale. Une ligne rouge classique pour Ankara. Mais là, on passe à autre chose. Bah oui, c'est un rapprochement spectaculaire avec un régime qu'il considérait comme ennemi il n'y a pas si longtemps. Absolument. Et ce qui est frappant, c'est la vitesse à laquelle ça s'est concrétisé. Ah oui, Très vite. D'abord, il y a eu cette visite du ministre syrien des Affaires étrangères à Moscou d'accord. pour montrer qu'ils avaient toujours l'appui russe, Exactement. réaffirmer le partenariat stratégique avec la Russie, qui est toujours là militairement depuis 2015, même si son rôle évolue un peu. C'était une façon pour Damas de montrer sa capacité de manœuvre, malgré tout, Malgré la pression israélienne, notamment au Golan, j'imagine. précisément. Et ensuite, l'accélération des contacts avec Ankara, c'était impressionnant. Fidan à Damas le 7 août, Oui, et puis une semaine après, le 14 août, une délégation syrienne à Ankara. Et pas n'importe laquelle, hein. Affaires étrangères, défense, le chef du renseignement. ah oui, du lourd. Très orienté sécurité. Voilà. Et le point clé, c'est la conclusion d'un accord pour des transferts d'armement turcs vers la Syrie. Ah, carrément, des armes. Oui. Donc là, on n'est plus dans le dialogue politique, même intense. On passe à une coopération militaire, structurelle, qui se met en place très vite. Donc la Turquie qui se positionne un peu comme l'architecte de la stabilisation syrienne, c'est ça l'idée? C'est l'objectif qui est affiché en tout cas. Ankara cherche à sécuriser ses frontières, ça c'est clair. Surtout face au séparatisme kurde, on imagine. Habile peut-être, de devenir un interlocuteur incontournable. Pour Moscou et pour Washington. Pour les deux, oui. Et pour Damas, sans pouvoir vraiment contester militairement Israël, c'est un moyen de renforcer sa légitimité. Et son autonomie. Son autonomie, oui, mais sous une double protection. Russe et maintenant surtout turque. C'est un jeu d'équilibre pour eux aussi. D'accord. Parlons d'Israël maintenant. Sa stratégie historique en Syrie, elle visait principalement ce qu'on appelle l'axe chiite, non? Oui, l'Iran, le Hezbollah, les unités syriennes qui leur étaient alliées. L'objectif à court terme, on pourrait dire qu'il est atteint. Téhéran n'a pas vraiment obtenu la profondeur stratégique espérée près d'Israël. Disons qu'ils ont été contenus. Oui, ils n'ont pas pu établir la base avancée qu'ils souhaitaient près du Golan. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve, ce vide laissé par l'Iran, qui l'a rempli? Eh ben c'est HTS, Hayat Tahrir al-Sham. L'organisation issue d'Al-Qaïda. Exactement. Le principal groupe islamiste sunnite. Et maintenant, c'est devenu un pilier du régime intérimaire d'Al-Shara. C'est quand même un sacré paradoxe. C'est le paradoxe majeur. En affaiblissant l'influence chiite, Israël a, involontairement peut-être, contribué à institutionnaliser un islamisme sunnite qui lui est tout aussi hostile. Mais est-ce qu'il y a eu des liens indirects, même tacites? C'est là que c'est troublant. Sans parler d'alliance formelle, évidemment, leurs trajectoires se sont parfois croisées. Par pragmatisme. C'est-à-dire? Il y a eu des rapports de l'ONU, des articles aussi. Le Wall Street Journal en parlait déjà en 2017. Ah oui?
qui confirmait que des rebelles syriens, parfois liés à HTS ou à des groupes similaires, avaient reçu de l'aide via le Golan occupé par Israël. Quel type d'aide? Aide médicale, logistique, voire même du carburant, de l'argent, des munitions selon certaines sources. Vraiment? Le Washington Institute en 2019 parlait d'une stratégie contre Assad et l'Iran. Pas une alliance idéologique bien sûr, mais une sorte de convergence tactique. Un pragmatisme sécuritaire, en somme. C'est ça, qui, avec le recul, a renforcé un futur adversaire. Et après la chute d'Assad, Israël a en quelque sorte officialisé ça avec sa zone tampon? Exactement, ces zones tampons élargies de 236 km² autour du Golan. 236, c'est précis. Oui, c'est ce qui a été annoncé. Officiellement, c'est pour protéger le nord d'Israël. Mais ça rappelle fortement la ceinture de sécurité qu'ils avaient au sud Liban. Entre 1985 et 2000, oui. Tenue par l'armée du Liban Sud, une milice locale. Voilà. On peut imaginer une logique un peu similaire qui se dessine, peut-être en s'appuyant sur certaines factions locales, pourquoi pas druzes d'ailleurs. D'accord. Mais alors, le dilemme actuel pour Israël, il est profond. Frapper HTS maintenant, ça risquerait de redonner de l'air à l'Iran. Et ne pas le faire? Ne pas le faire et continuer à cibler ce qui reste de l'influence iranienne, ça permet à HTS de se renforcer, de se consolider. L'ennemi combattu hier a ouvert la voie à la menace de demain. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Une situation stratégiquement très inconfortable pour eux. Et au milieu de tout ça, il y a les Druzes. Oui, la communauté druze. Peu nombreuses, 3% de la population environ, surtout à Suwaïda, dans le sud. Mais symboliquement importante et avec une vraie tradition d'autonomie, ou du moins une relation complexe avec le pouvoir central. Et ils sont devenus un point de friction entre la Turquie et Israël, si je comprends bien. Oui, un point crucial pour Israël en tout cas. D'abord, il y a les liens familiaux, communautaires, entre les Druzes du Golan annexé et ceux de Suwaïda. Bien sûr. Et puis, il y a la communauté druze en Israël même, qui est très intégrée, notamment dans l'Arvje, Tsahal. Donc pour Tel Aviv, soutenir les Druzes syriens, C'est protéger un partenaire potentiel, un levier d'influence. c'est vu comme ça, oui. Protéger une communauté perçue comme potentiellement amie, disons. Ce qui explique donc ces frappes israéliennes à Suwaïda dont on parlait au début, lors d'affrontements entre factions druzes et des milices islamistes. Probablement une sorte d'intervention pour protéger cette minorité et peut-être aussi pour empêcher une bascule complète du sud syrien sous le contrôle de groupes hostiles. Mais ça a provoqué la colère d'Ankara. Ah oui, très vivement. Pour la Turquie, c'était la ligne rouge. Ils y ont vu un précédent extrêmement dangereux. Pourquoi? Leur raisonnement, c'est si Israël se permet d'intervenir militairement pour protéger les Druzes, qu'est-ce qui les empêchera demain de faire pareil pour les Kurdes? Ah, d'accord. Malgré les accords sur la dissolution du PKK. Exactement. Le spectre du référendum kurde irakien de 2017, qu'Ankara avait combattu férocement, il est toujours là. Donc cet incident à Suwaïda, ça a cassé une sorte d'équilibre tacite qui existait? Oui, un équilibre très précaire, où, grosso modo, la Turquie gérait le nord et la question kurde, et Israël gérait le sud et la menace iranienne. Même si les relations étaient déjà très mauvaises, hein. Bien sûr. Mais là, leurs zones d'action, leurs intérêts, ils s'entrechoquent directement dans le sud. Ça pose une vraie question sur leur capacité à coexister sur ce théâtre syrien. D'accord. Et Washington dans tout ça? On sent une certaine frustration, non? Par rapport à la stratégie de Netanyahou? Oui, visiblement, selon Axios, qui citait des sources américaines en juillet, la stratégie israélienne est jugée contre-productive. Pourquoi? Parce qu'elle rapproche Ankara, Damas et Moscou. C'est exactement ça. Elle pousse Ankara et Damas l'un vers l'autre, avec la bénédiction de Moscou en prime, ce qui va à l'encontre de l'objectif américain. Et quel est cet objectif américain au juste? On pourrait le résumer par stabiliser à moindre coût. C'est-à-dire? L'idée, ce n'est pas de reconstruire une Syrie démocratique modèle, c'est surtout d'éviter un effondrement total à façon Libye ou Yémen. Un chaos qui profiterait à qui? Potentiellement à la Russie, à l'Iran ou à des groupes encore plus radicaux. Donc il s'agit de maintenir une stabilité minimale pour éviter ça, gérer la situation pour qu'elle ne dégénère pas. La levée des sanctions américaines en juillet, ça s'inscrit là-dedans? Oui, tout à fait. Donner un peu d'air à l'économie pour éviter l'implosion sociale et politique totale. Et il y avait eu cette initiative encouragée par Trump, c'est ça? Avec Erdogan, MBS, Al-Shara? Oui, lors d'une rencontre en Arabie Saoudite, l'idée c'était de favoriser un axe Ankara, Damas, Riyad pour la reconstruction. Via des corridors énergétiques, des investissements. C'est ça, le schéma envisagé c'était, en la Turquie stabilise sur le plan sécuritaire, notamment en gérant les Kurdes. Ok. L'Arabie Saoudite intègre la Syrie dans sa vision de normalisation régionale et finance en partie la reconstruction. Et Washington supervise le tout. Voilà.
pour essayer d'ancrer le Moyen-Orient dans une dynamique un peu plus gérable, disons, moins conflictuelle. Mais alors, Israël, avec ses frappes, sa zone tampon, ça vient complètement perturber ce plan américain? C'est le problème, vu de Washington. L'approche israélienne, très militaire, très focus sur la sécurité immédiate, elle heurte de plein fouet cette stratégie de stabilisation. Comment? Les frappes contre le nouveau pouvoir syrien, même si ce pouvoir inclut HTS, ça empêche sa consolidation. Et donc ça empêche la stabilisation du pays que les US essaient de piloter avec Ankara et Riyad. Ça fragilise leurs partenaires? Exactement. Et puis il y a une crainte plus large aux États-Unis. Laquelle? Que cet activisme militaire israélien en Syrie, mais aussi au sud Liban, et la situation à Gaza toujours explosive avec tous ces réservistes mobilisés, Oui. que tout ça finisse par tortiller les accords d'Abraham. Ah oui, les accords de normalisation de 2020. C'est ça. Les Émirats commencent déjà à critiquer ouvertement la rhétorique du Grand Israël. L'Arabie saoudite, qui n'a pas encore normalisé, voit ça comme une menace directe à ses propres projets régionaux. Donc on a vraiment deux visions pour la Syrie qui semblent incompatibles. Totalement. D'un côté, la Turquie soutenue par les US et l'Arabie saoudite, qui mise sur un État syrien centralisé, stable, allié. Capable d'intégrer ses minorités et de tenir ses frontières. Voilà. Et de l'autre, Israël, qui lui semble préférer un voisin faible, fragmenté, incapable de le menacer. Et les tentatives de médiation, comme à Bakou, ont échoué? Elles ont échoué, oui. C'est vraiment l'opposition entre une logique de stabilisation régionale pragmatique, même si elle oblige à composer avec des acteurs comme Al-Shara ou HTS. Et une logique israélienne plus maximaliste? Oui, centrée sur sa sécurité immédiate, quitte à s'isoler de plus en plus, même de ses nouveaux partenaires arabes et potentiellement de Washington. Est-ce qu'il y a quand même des efforts diplomatiques en cours? Il ne faut pas négliger ce qui se passe en coulisses, oui. Les Américains sont très actifs, de façon discrète. Avec cet envoyé spécial, Tom Barak? Exactement. Ils travailleraient sur des pourparlers directs. Ce serait inédit entre Damas et Tel Aviv. Avec quel objectif? L'idée serait d'obtenir des concessions israéliennes, peut-être sur les Druzes, des corridors sécurisés. En échange de quoi? En échange d'un nouvel accord de sécurité au Golan qui remplacerait celui de 1974, devenu obsolète. Et au Liban aussi. Il se passe des choses, hein? Apparemment oui, des discussions très sensibles à Beyrouth pour un désarmement progressif du Hezbollah. Conditionné à quoi? Une baisse des frappes israéliennes, Évidemment. conditionnée à une réduction drastique des opérations israéliennes au Liban. Tout ça montre une volonté américaine de remettre la diplomatie au centre. Mais c'est un chemin très étroit. Extrêmement étroit et semé d'embûches. Alors finalement, où va la Syrie? On a l'impression qu'il y a deux scénarios principaux, non? Oui, soit on arrive à un compromis un peu boiteux, une sorte de paix froide, sous forte influence turco-saoudienne. Qui intégrerait tant bien que mal les différentes communautés et donnerait quelques garanties de sécurité à Israël. C'est une possibilité. Soit les logiques antagonistes l'emportent. Et là, on repart vers une escalade. Et la voie diplomatique américaine, elle est fragile. Très fragile. Elle bute sur les objectifs divergents d'Ankara et de Tel Aviv, sur la méfiance, sur la complexité du terrain syrien, Avec toutes ces factions. toutes ces factions. Et Washington doit aussi faire attention à ne pas trop céder aux exigences israéliennes telles qu'elles sont formulées aujourd'hui. Pourquoi? Ça pourrait aliéner qui? Ça pourrait aliéner ses partenaires turcs et arabes et faire capoter tout l'édifice de stabilisation régionale qu'ils essayent de construire. C'est un équilibre très très précaire. Bon, pour résumer, la Syrie reste cet épicentre de tension, Extrêmement complexe. plus que jamais, oui. On voit la Turquie qui s'affirme comme un acteur incontournable. Peut-être même le maître d'œuvre d'une certaine stabilisation. Potentielle, oui. Israël, de son côté, est face à des dilemmes stratégiques majeurs, en partie créés par ses propres actions passées. C'est le retour de bâton, d'une certaine manière. Et les États-Unis qui essaient de jongler entre ces forces contraires pour éviter l'implosion régionale. C'est un exercice de haute voltige. L'issue finale, comme souvent au Moyen-Orient, elle dépendra moins des plans ou des intentions affichées, Que des rapports de force sur le terrain. exactement, des rapports de force brutes, et de la capacité des acteurs à dépasser leurs logiques immédiates, leurs rivalités, ce qui n'est jamais gagné. Et ça nous laisse avec une question plus large, finalement, qui dépasse la Syrie. Dans ce théâtre d'ombre, où les ennemis d'hier deviennent les alliés objectifs de demain, où tout bouge si vite, est-ce que les interventions extérieures peuvent vraiment façonner un avenir stable? Ou est-ce qu'elles sont condamnées à être toujours débordées par les dynamiques locales? Voire par les conséquences imprévues de leurs propres actions? Une question à méditer, je crois. Absolument.